Je dessine depuis que je suis tout petit et tous les enfants dessinent quand ils sont petits, puis un jour ou l'autre, ils finissent par arrêter et puis il y en a certains qui s'arrêtent pas et donc moi, je fais partie de ceux qui se sont jamais arrêtés et c'est presque plus un besoin chez moi. J'ai besoin de m'exprimer de cette manière-là et j'ai la chance d'avoir réussi à en faire mon métier. À la base, le concept art, c'est surtout des dessins préparatoires. Voilà. On appelle ça concept art parce que c'est la façon de concevoir en fait les décors, les personnages, etc. Donc la conception, concept, on pourrait définir ça tout simplement par dessin préparatoire. Et donc en gros, on arrive dans les productions, que ce soit jeux vidéo ou cinéma, à un stade où rien n'est encore défini. En général, c'est le stade du scénario, voire parfois même un petit peu avant du scénario, du simple projet, quoi. Souvent sur des projets qui sont quand même très visuels, c'est-à-dire des projets qui sont soit du fantastique, de la science-fiction, ça peut être des films réalistes, mais avec une forte intention graphique, et donc où l'image va compter. Et le problème, c'est quand on est à un stade préliminaire d'une production, et qu'on sait que dans cette production, l'aspect visuel va être très important, eh ben, on ne sait pas encore où on va. Et c'est embêtant pour un projet comme ça. Et donc l'intérêt d'avoir un dessinateur sous la main qui peut faire des dessins préparatoires, c'est de commencer déjà, avant même que la production elle-même ait commencé, de commencer déjà à visualiser ce que donneront les images finales. Donc c'est pour ça qu'on parle de pré-production. C'est la phase de pré-production. Et donc le concept artiste moderne, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est celui qui va effectivement soit designer des éléments, mais en général, le design proprement dit, le design d'un vaisseau, par exemple, ça intervient un petit peu après. Le concept art, c'est vraiment à un moment où on a envie de voir des images du film tel qu'il sera, alors qu'il est encore très loin d'être fait. Et donc, on fait des images qui essaient de ressembler le plus possible à ce qu'on verra dans le film, en termes de rendu visuel, quitte à ce que les designs changent plus tard. C'est-à-dire que si les designs ne sont pas définitifs, c'est pas très grave. Donc voilà, le concept art, ça sert surtout en début de production, pour les gens qui travaillent sur le scénario, pour le réalisateur évidemment, y compris pour les producteurs qui vont mettre de l'argent, ça leur sert à visualiser ce que donnera le film de manière concrète. Mais je peux ajouter aussi que ça sert souvent, en tout cas quand c'est moi qui le fais avec mon style et les autres concept artistes qui ont le même genre de style que moi, c'est pareil, ça sert aussi souvent en post-production après. C'est-à-dire que typiquement pour les films qui sont qui ont beaucoup d'effets spéciaux, qui sont très truqués, souvent les acteurs vont tourner sur des fonds verts, donc où ils ne savent pas du tout à quoi ressemblera le décor, par exemple, devant lequel ils sont en train de jouer. Bon, bah là déjà, on peut leur montrer le concept art. On peut leur dire, voilà, ce que tu peux imaginer, c'est ça. Donc déjà, ça peut servir aussi à ce stade-là, donc en production. Mais après, en post-production, quand il faut réaliser les effets spéciaux, très souvent, on va se servir aussi des concept art préparatoires, qui étaient pourtant destinés juste à la pré-production. On va s'en servir aussi pour donner des indications aux artistes des effets spéciaux numériques. Leur dire, voilà ce qu'on imagine depuis le début, essayez de faire un truc qui ressemble. Donc c'est quelque chose qui peut servir à tous les stades de la production, mais qui est quand même destiné à la base, à la pré-production. Si je devais avoir une spécialité en concept art, ce serait plutôt le décor, donc ce qu'on appelle l'environnement designer, par opposition au caractère designer ou au creature designer, effectivement. C'est vrai que je suis plus à l'aise sur les décors, ça n'exclut pas d'y insérer des personnages, mais c'est pas mon sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi pour faire du character design ou du costume design. Moi, c'est pas mon point fort. Clairement, quand je le fais de manière correcte, mais c'est pas hyper intéressant. Par contre, là où je m'amuse le plus, moi, c'est clairement sur les décors et les environnements, comment les amener à la vie, les rendre les plus attrayants, intéressants, sexy possible, en ayant une force de proposition sur des cadrages, sur des lumières, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment là où moi j'aime bien explorer et en général, c'est ça qu'on me demande. Combien il y a de dessins pour un film ou pour un jeu vidéo? En fait, ça dépend des projets. Ça peut être du simple au double, au triple. Hem, Ça dépend aussi du niveau de finition qu'on attend des images. Donc, il y a des concept artistes qui sont plutôt spécialisés dans le speed painting, c'est-à-dire dans des croquis très poussés, qui vont prendre une journée, une demi-journée à faire. Moi, je suis plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle le key art,
C'est-à-dire des illustrations très poussées, assez spectaculaires, assez impressionnantes, avec beaucoup de détails, tout est bien fait, tout est bien dessiné, tout est bien léché. C'est plutôt ça mon registre. Et donc ça, forcément, on en fait moins que des speed painters. Euh, pour, pour des films classiques, avec des prépas classiques, quand la pré-production va durer, disons, entre 3 et 6 mois, typiquement, je vais faire entre 20 et 35 concept art, pardon, assez poussés. Et peut-être une dizaine de concept art moins poussés à côté. Pour certaines grosses pré-productions de jeux vidéo, notamment quand j'ai travaillé pour Quantic Dream, j'ai fait plusieurs jeux pour Quantic Dream. Là, c'est des pré-productions beaucoup plus longues qui, en fait, se font en parallèle de la production. Et donc là, ça peut vite durer 1 an et demi. Et là, ça peut monter à 100, 120 concept art. Je crois que sur Heavy Rain, j'en avais fait 150, un truc comme ça. Il n'y a pas de cas type, ça dépend des productions en fait. Et ça m'est arrivé de travailler sur des productions où j'ai fait juste quelques dessins, parce qu'il n'y avait pas besoin de plus. En fait, ça dépend à quel stade on intervient. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur des productions françaises, où en général je connais un peu déjà le réalisateur, j'interviens vraiment en tant que concept artiste au sens à l'ancienne, comme le faisaient les grands anciens, comme par exemple Ralph McQuarrie qui travaillait avec George Lucas sur les premiers Star Wars. Ils intervenaient dès le début de la pré-production en binôme très serré avec le réalisateur. Il y en a encore qui font ça sur certains films américains, mais ça a tendance à se perdre un peu, puisque maintenant, comme tu l'as dit, c'est surtout des poules de concept artistes. Et c'est encore pire pour moi en ce qui me concerne sur La colère des titans, parce que là, je travaillais dans la société de post-production. C'est-à-dire que c'était une époque où j'étais dans le studio londonien de MPC, Moving Picture Company, qui est donc l'équivalent d'une sorte d'ILM à Londres, de société d'effets spéciaux très, très importante. Et maintenant, pour les très gros blockbusters américains, les studios, histoire de gagner beaucoup de temps, dispatchent le travail d'effets spéciaux entre plein de boîtes d'effets spéciaux. C'est plus comme à l'époque où il y avait un gros studio comme ILM qui faisait tous les effets spéciaux d'un film, ça c'est complètement terminé. Maintenant, si on regarde à la fin d'un générique de film, on va voir FX par telle boîte, FX par telle boîte, etc., avec à chaque fois un mini générique pour chaque boîte. Donc très souvent, sur des grosses prods, il y a facilement une dizaine de boîtes d'effets spéciaux qui travaillent en parallèle. Et donc ces sociétés-là, elles ont tellement de plans trucs à faire qu'il y a encore du design à concevoir. Même au stade de la post-production, il y a des trucs qui n'ont pas encore été prévus. Et donc, dans ces cas-là, ces boîtes-là elles-mêmes font appel à des concept artistes. Donc, moi, quand j'ai travaillé sur La colère des titans, j'ai jamais vu le réalisateur. J'ai jamais vu aucun membre de l'équipe, j'ai encore moins vu le tournage. J'étais juste à Londres, à MPC, et on m'a dit voilà, il y a tel plan à faire, on va avoir telle créature à faire sur tel décor, etc. Fais-nous le décor, par exemple. Et donc, résultat, j'ai très peu travaillé dessus. J'ai dû faire 4 ou 5 concepts de mémoire, je ne suis même pas sûr. Et d'ailleurs, très souvent, quand je travaille de cette manière-là, malheureusement, mon nom n'est même pas au générique. Donc, je n'ai pas regardé, mais je suis sûr que si on regarde sur La colère des titans, il n'y a même pas mon nom dessus. Parce que je n'ai pas assez travaillé dessus. Il y a tellement de gens déjà, il y a facilement 1500 ou 2000 noms par générique. Donc, du coup, ça ne sert plus à rien de mettre les gens qui ont travaillé pendant juste 3 semaines, quoi. Donc, donc, quand tu vois parfois 15 ou 20 concept artistes alignés dans un générique, en fait, il y a peu de chances qu'ils aient travaillé en même temps. Très, très peu de chances. Puis, les gros trucs euh, comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où on fait venir 10 concept artistes, ou Avatar, on fait venir 10 ou 15 concept artistes dans un bâtiment et ils travaillent pendant 1 an en ébullition entre eux, comme ça, avec de l'émulation. Ça, c'est très rare. Très, très rare. Sur La Belle et la Bête, en fait, donc moi j'étais plus que concept artiste, j'étais au développement visuel. Le développement visuel, c'est comme le concept art, mais encore plus large. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en main l'ensemble de l'identité visuelle du film et essayer d'insuffler comme ça une personnalité au film. Une personnalité visuelle, j'entends. Bien sûr, toujours la main dans la main avec le réalisateur, ça va de soi. Mais on ne va pas travailler seulement scène par scène, plan par plan, on va raisonner sur l'ensemble du film. Donc typiquement sur La Belle et la Bête, c'est vraiment le film sur lequel j'ai fait ça de la manière la plus poussée d'ailleurs, de la manière la plus poussée. Je suis intervenu très tôt au moment où ils étaient encore en train d'écrire le scénario. D'ailleurs, certains de mes concept art ont pu faire changer d'avis les scénaristes sur certaines scènes, se dire tiens, bah, finalement, on va peut-être le faire différemment, ou ça, on va peut-être le déplacer dans telle pièce, etc.
Donc là, il y a vraiment une influence directe, y compris sur la moelle épinière du film qu'est le scénario. Et ensuite, on va raisonner avec le réalisateur sur l'ensemble du film. Donc typiquement, là, on a commencé par faire un color script. Donc c'est quoi en fait? J'ai fait des tout petits concept art, très rapides. Donc on parlait de speed painting tout à l'heure, c'est ça. En gros, c'est une demi-journée par image. J'en ai fait une cinquantaine qui balayaient l'ensemble du film en termes d'atmosphère visuelle. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, on a épluché le scénario, le script, et on a isolé toutes les scènes qui pouvaient avoir une personnalité forte en termes visuels. Donc, telle ou telle scène de nuit, telle scène dans la nature, telle scène sous la pluie, etc. etc. Une fois qu'on a fait ça, j'ai donc fait environ 50 vignettes. C'est des croquis couleurs assez poussés quand même, hein. C'est pas juste des tout petits, c'est pas des bonhommes Toto. Et ça, on les aligne, on les met vraiment côte à côte, et on regarde s'il y a une unité visuelle en termes de lumière et de couleur qui se dégage. Le bon exemple, c'est la nuit. Il y avait deux types de scènes de nuit dans ce film. Il y a les scènes de nuit dans le monde réel et les scènes de nuit dans le monde féerique, imaginaire du domaine de la bête. Donc, ils sont deux mondes qui sont supposés être séparés. Et ça, c'était important, notamment parce que, en termes de montage, parfois les deux alternaient. Une vision de scène de nuit dans le domaine de la féerie, une vision de scène de nuit dans le domaine du monde réel. Quand les deux alternent l'une et l'autre, c'est bien qu'on puisse différencier les deux. Que le spectateur, lui, quand il voit le film, il sait d'emblée, quand le plan commence, où est-ce qu'il se trouve. Donc ça, il ne faut pas donner la même patte visuelle à chaque type de nuit. Donc c'est à ça que sert le color script. Et ensuite, il y a eu toute une phase, pareil, très longue et très poussée, de concept art, de conception des décors, de conception de la lumière. La féerie, le monde féerique du domaine de la bête, c'est vraiment un monde qu'il fallait entièrement explorer, qui était complètement vierge. C'est là-dessus que s'est joué le développement visuel, c'est de faire en fait le travail du concept artiste, mais de manière globale, sur l'ensemble du film, jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis même revenu, je ne suis pas intervenu pendant la production, donc la production, c'est en fait le tournage, hein, c'est plus ça qu'on appelle la production. Donc je suis intervenu en pré-production, mais aussi en post-production, alors que normalement je n'y vais pas, où pareil, il fallait continuer à fournir du concept art pour les effets spéciaux, et on a même fait un truc qui était assez rigolo d'ailleurs, moi c'est la seule fois que je l'ai fait dans ma carrière, c'est, il y avait environ 60% du film qui était tourné sur fond vert. Donc quand ils faisaient le pré-montage du film, ils avaient quasiment que du fond vert tout le temps sous les yeux. Et donc, au bout d'un moment, on ne peut plus faire le montage. On arrive aux limites de la chose, parce qu'on peut pas, on ne connaît pas l'intensité, la valeur de chaque plan. Et donc, c'est très difficile de faire le timing de chaque plan si on ne sait pas ce qu'il y a à voir dans chaque plan, en gros. Donc, si on dit là, le personnage est en train de passer devant une vue du château au loin, du château de la Belle et la Bête, et qu'on ne le voit pas, ben, on ne sait pas combien de temps ça vaut la peine que le plan dure. Donc ça, on m'a demandé de faire des fonds un peu comme pour le color script, des sortes de concept art très rapides, mais qu'on pouvait mettre en arrière-plan, remplacer les fonds verts par ces concept art. Et donc c'était très amusant parce que j'ai utilisé les techniques propres au monde de l'animation. C'est-à-dire quand il y a un travelling, eh ben, j'ai fait une longue image avec la déformation de la perspective pour que ça puisse suivre le travelling. Et je l'ai même poussé à l'extrême puisqu'il y a un plan où on voit le père qui revient de la ville de nuit dans la forêt, qui se perd dans la forêt au début du film. Il est d'abord filmé vu de dessus en plongée, puis la caméra se relève lentement pour montrer la forêt au loin, jusqu'à voir la ligne d'horizon. Donc moi j'ai fait une longue image verticale où le bas de l'image est vu de dessus, on voit les arbres vus de dessus, puis les arbres se redressent progressivement dans l'image jusqu'à ce que ça devienne une ligne d'horizon classique. Et ça, c'est un truc typique des films d'animation 2D, hein, que les Japonais utilisent sans arrêt dans leurs films. Il suffit après de faire défiler l'image verticalement et on a l'impression que la caméra se relève. Donc ça, je l'ai fait plein de fois, c'était assez rigolo. D'ailleurs, Christophe trouvait ça tellement marrant qu'il l'a mis dans les bonus du Blu-ray. Donc aujourd'hui, on peut voir le film, en tout cas une grande partie du film, avec cette version-là.